l'intelligence artificielle n'était pas seulement un outil pour créer, mais aussi un outil pour guérir. Ce film explore une idée audacieuse que l'IA, bien utilisée, pourrait devenir l'allié des créateurs. Là où autrefois des substances prenaient le relais. Entre héritage des grandes pensées philosophiques et protocoles thérapeutiques innovants, nous partons à la rencontre de voix du passé et d'artistes qui auraient pu peut-être changer leur destin grâce à cette technologie. Pour Hannah Arendt, trois dimensions structurent l'existence humaine. Le travail, l'œuvre et l'action. L'IA peut automatiser le travail, parfois l'œuvre, mais l'action, l'engagement humain dans le monde commun reste irréductible. Face au système automatisé, le risque est la banalité du mal algorithmique, des décisions prises sans véritable responsabilité. Comment préserver un espace de liberté dans un monde façonné par des machines intelligentes ? Politik sehen mit von der Philosophie gewissermaßen ungetrübten Augen. Ich verstehe. Noch einmal auf die Emanzipationsfrage. Hat es dieses Problem für Sie gegeben? Ja, also das Problem als solches gibt es natürlich immer. Und ich bin eigentlich altmodisch gewesen. Ich war immer der Meinung, es gibt bestimmte Beschäftigungen, die sich für Frauen nicht schicken. Die ihnen hätte, das ist alles sehr schwer nachträglich zu sagen, hätte ich vielleicht etwas gemacht. Ich hielt es für hoffnungslos. Mhm. Gibt es in Ihrer Erinnerung ein exaktes Vorkommnis, von dem an Sie Ihre Hinwendung zum Politischen datieren könnten? Ja, wissen Sie, in gewissem Sinne kann ich sagen, am 27. Februar 1933, aber an den äußeren Umständen. Ich zum Beispiel glaube nicht, dass ich mich je als Deutsche im Sinne der Volkszugehörigkeit, nicht der Staatszugehörigkeit, wenn ich mal den Unterschied mache, betrachtet habe. Und ich besinne mich darauf, dass ich so um das Jahre 30 herum darüber bereits erbitterte Diskussionen zum Beispiel mit Jaspers hatte. Er sagte, natürlich sind Sie Deutsch. Ich sagte, das sieht man Deutsch, ich bin kein. Und das hat aber für mich keine Rolle gespielt. Ich habe das nicht etwa als Minderwertigkeit empfunden. Das gerade war nicht der Fall. Und das, wenn ich noch einmal darauf zurückkommen darf, auf das Besondere des Elternhauses, sehen Sie, lassen kann. Die Leute sind doch, sehen Sie, dass jemand sich gleichschaltete, weil er für Frau und Kind zu sorgen hat, das hat ihm nie ein Mensch übelgenommen. Das Schlimme war doch, dass sie dann wirklich daran glaubten. Für kurze Zeit, manche für sehr kurze Zeit. Das heißt, zu Hitler fiel ihnen was ein. Und zum Teil ungeheuer interessante Dinge, nicht? Ganz fantastisch interessante und komplizierte und hoch über dem gewöhnlichen Niveau schwebende Dinge. Das habe ich als grotesk empfunden. Das heißt, sie gingen ihren eigenen Einfällen in die Falle, würde ich heute sagen. Nicht, das ist das, was passiert ist. Das habe ich da.
Walter Benjamin observait déjà, dans les années 1930, que la reproductibilité technique changeait l'essence des œuvres. L'aura, cette présence unique d'un objet artistique, disparaît quand il est copié à l'infini. Aujourd'hui, l'IA générative interroge: que reste-t-il d'unique dans un univers saturé d'images instantanément produites? Peut-on encore créer des œuvres qui portent une empreinte singulière? And we're going to go into that later. So there's two parts to consider. So one of the first concepts from this essay that I want us to understand, in fact, if you take away anything from the work of art essay, I want you to understand this concept and what it means for Benjamin, and that concept is, of course, the aura. What is the aura? I'll say what withers in the age of technological reproducibility, i.e. photography, is the aura. The here and now of the work of art, its unique existence in a particular place. It is this unique existence and nothing else that bears the mark of the history to which the work has been subject. In other words, the aura is that stuff that the original Mona Lisa has, that its photographic reproduction, no matter how precise in its replication, doesn't have. And even today, with our relationship to, say, famous works of art, famous paintings, will have this articulation of the aura. It becomes a kind of popular wisdom that people will say, when you go look at the Mona Lisa, or you go look at, say, a Van Gogh, try to actually experience the painting instead of, say, just taking a picture of it. Benjamin will also say something like this: to follow with the eye a mountain range on the horizon or a branch that casts its shadow on the beholder is to breathe the aura of those mountains, of that branch. Again, he's trying to say that the aura is something that is attached to the being of a thing in its purely unmediated form. You're not looking at a postcard of the mountain range. You're experiencing the fact that the mountain range is there, sharing the same slice of space-time is attached to the being of a thing in its purely unmediated form. You're not looking at a postcard of the mountain range. You're experiencing the fact that the mountain range is there, sharing the same slice of space-time as you. And in a world full of mediated images, which is more true now than it was certainly in 1935, we're experiencing the degradation of that aura, the many mediations of that mountain range that you'll find on Google Images or on postcards or on mugs. So in other words, to take this to popular, to contemporary discourse, watching a concert this way is less aura, watching it this way is more aura. Looking at the Mona Lisa this way is more aura, looking at it that way is less aura, and maybe, say, looking at a print of it in your apartment is even less aura. And taking it further, we might say looking at an image of it on your phone, even less aura still. So at this point, you might be identifying with what Benjamin is saying about aura and agreeing that indeed, even in 2020, we're losing the aura of art, and it's sad. But don't be mistaken. Benjamin is not crying over the loss of the aura. He's celebrating the loss of the aura. No matter how much you prefer your experience of seeing Hamilton to watching the Disney Plus edition, the loss of the aura is something that matters politically to Benjamin. It is a good thing. So how do we track that idea that the loss of the aura is a good thing? And what is associated with the aura that he wants to replace? So one of the main clues is this sentence. He'll say the uniqueness of the work of idea where Benjamin says for the first time in world history, technological reproducibility emancipates the work of art from its parasitic subservience to ritual. He's trying to get away from ritual and move toward what he'll
he'll call politics. But the important question is, what role does cinema play in this move away from ritual/cult value/aura? Those terms, remember, are linked together. So he'll put this question this way. Around 1900, technological reproduction not only had reached a standard that permitted it to reproduce all known works of art, profoundly modifying their effect, but it also times are constructed in film. Remember the example of creative geography. Benjamin will write, "A leap from a window, for example, can be shot in the studio as a leap from a scaffold, while the ensuing fall may be filmed weeks later at an outdoor location." Sounds a lot like Kuleshov, doesn't it? Now, the important thing is when we see Benjamin mimicking or mirroring other theorists that we've seen throughout this course, it's important to always ask the question, does he merely repeat the ideas that his predecessors have said, or does he locate the value in those ideas elsewhere? So we might look at this and say, why does Benjamin think this is important? Well, partly it supports his notion that films lack an aura. Why? Because it defeats the notion that film is merely a reproduction of a concrete temporal extension of bodies in space. If A Leap from a Window can be shot in the studio as a leap from a scaffold, while the ensuing fall may be filmed weeks later, then the idea of there being an original performance or original continuation of bodies moving in space is completely evacuated with the notion of montage, and especially evacuated with the notion of creative geography, which is demonstrated here in this clip from the Surrealist film. In a similar way, Benjamin will say, hey, actors' performances are stitched together. And he'll sound, again, a lot like Kuleshov. So Benjamin will draw from this that film is therefore the artwork most capable of improvement. And this capability is linked to its radical renunciation of its production. This is elaborated in a really useful and interesting footnote in the essay. And finally, Benjamin will say something that should remind us a lot of some of our thinkers from this class, especially people like Bazin, Epstein, and Balazs. He'll say that film reveals new aspects of the thing reproduced through, most obviously, through things like time-lapse and slow motion and close-ups. So Benjamin, in certain aspects of his writing, is a revelationist. He'll put it this way. With the close-up, space expands. With slow motion, movement is extended. And just as enlargement not merely clarifies what we see indistinctly in any case, but brings to light entirely new structures of matter, slow motion not only reveals familiar aspects of movements, but discloses quite unknown aspects within them. Aspects, quote, which do not appear as the retarding of natural movements, but have a curious... Michel Foucault analysait les dispositifs de pouvoir. L'IA, en créant et en collectant des données, peut devenir un panoptique créatif. Elle observe, guide et parfois contrôle la production. Mais Foucault rappelait aussi que là où il y a pouvoir, il y a aussi résistance. L'IA peut être détournée, réappropriée pour produire autrement. Ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. Je crois que ce qu'il faut analyser, c'est justement ce que veut dire ce mot humanité. En fait, je crois que ce qui était cherché, c'était une méthode, une manière
à la fois raisonnable, rationnelle, économique d'exercer le pouvoir. Et il y avait dans la terreur et l'éclat des supplices une espèce de dépense politique non seulement inutile mais dangereuse, puisque très souvent les supplices suscitaient révolte, mécontentement, mouvement d'émeute, etc. Alors on a cherché un moyen discret et absolument économique d'exercer ce pouvoir de punition. Et c'est à cette nouvelle économie du pouvoir qu'on a donné le nom d'humanité. Fin du XVIIIe siècle. Et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal. Le panopticon de Bentham est la figure architecturale de cette composition. On en connaît le principe. À la périphérie, un bâtiment en anneau, au centre, une tour. Celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont 2 fenêtres, l'une vers l'intérieur correspondant aux fenêtres de la tour, l'autre donnant sur l'extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Le panoptique est une machine à dissocier le couple voir être vu. Dans l'anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir. Dans la tour centrale, on voit tout, sans être jamais vu. Dispositif important, car il automatise possibilité d'un contrôle détaillé, d'une intervention ponctuelle, de différenciation, de correction, de châtiment, d'élimination en chaque moment du temps. Possibilité de caractériser, donc d'utiliser les individus selon le niveau qui est le leur dans les séries qu'ils parcourent. Possibilité de cumuler le temps et l'activité, de les retrouver totalisés et utilisables dans un résultat dernier, qui est la capacité finale d'un individu. On ramasse la dispersion temporelle pour en faire un profit et on garde la maîtrise d'une durée qui échappe. Le pouvoir s'articule directement sur le temps, il en a... C'est que les gens n'y ont pas, bien sûr, n'y ont plus exactement un statut de naissance. Ils bénéficient simplement de fait des avantages qu'ils peuvent avoir à leur naissance, mais n'ont pas de statut de naissance. En revanche, ils sont perpétuellement mis en fiche et classés les uns par rapport aux autres. J'avais pris cet exemple qui me paraissait très typique. C'était un règlement qui vaut pour l'école militaire qui avait été fondée en France en 1753 et où les jeunes futurs officiers sont traités avec une espèce, on ne peut pas dire exactement. Barthes annonçait la mort de l'auteur. L'œuvre ne dépend plus d'un seul créateur, mais d'un tissu infini de références. L'IA pousse cette idée plus loin. Qui écrit vraiment quand la machine écrit avec nous ? Le lecteur devient programmeur et le texte, une matière vivante sans fin. Pour Adorno, l'industrie culturelle standardise la création pour la rendre rentable. L'IA pourrait renforcer cette tendance, mais elle pourrait aussi la briser. Si nous l'utilisons pour explorer des chemins esthétiques inédits, elle peut devenir un outil de résistance artistique. Années 80, Stephen King écrit sous cocaïne pour tenir le rythme. Et si une IA avait été là, offrant le même flux d'idées, la même structure, sans danger pour la santé. Dans notre fiction, il dialogue chaque jour avec une muse, une IA créative, qui relance son inspiration et l'aide à garder une mémoire intacte. Jim Morrison cherchait l'extase mystique
dans le LSD et la transe scénique. Et si cette expansion de conscience pouvait venir d'une immersion sensorielle générée par l'IA? Dans notre fiction, Morrison explore des visions infinies, créées par un guide numérique, sans se détruire. And I've heard him sing pretty much the same things. You know, for him, I don't think it's any difference at all. This is written poetry, and what he does on stage is spoken poetry. And spoken poetry is very effective. Although some poems read better than they speak. But for over a period of time, playing night after night in clubs, we'd start out a song, and then the music would settle into a kind of hypnotic river of sound, which, with its hypnotic quality, that leaves you free to, you know, just let the subconscious play itself out wherever it goes. I really admire poets who can get up with just with or without a microphone, just in front of a group of people and. Basquiat créait à une vitesse vertigineuse, souvent sous héroïne. L'IA pourrait maintenir cette cadence sans épuiser le corps, générer des images, provoquer des associations libres, stimuler visuellement sans danger. Dans notre fiction, l'atelier de Basquiat devient un espace augmenté. Amy Winehouse transmettait sa douleur dans sa voix. Et si une IA bienveillante avait été là pour l'accompagner dans l'écriture et l'enregistrement? Dans notre fiction, Amy chante face à un compagnon numérique qui écoute, comprend et soutient. So why are you self-critical of your performance? It was a piece of shit. You look fit though. Thank you. Hey, do it to make it look like I'm waiting. Amy, that's gross. Not there. Don't be so horrible. Amy who? You're going to be a top singer, yeah? What or who do I hold responsible for my sexual awakening? Josh. Did I show you my new tattoo yesterday? No. Little tear. Oh, that's cute. Isn't it cute? Have I showed you mine? Let's see it's If it was me, I'd already have shit twice and died. I don't understand how you just don't get nervous. Stay in school, kids. What are your top three tips for serious loving? Serious loving. I mean, I'm a jazz singer, so I don't need to have that much jazz element in my work because then it would just be straight jazz. And to me, you know, I don't want to make an album that sounds old. I want to make an album that is of my time. You know, I sound old. I sound like an old singer, so that's enough. You know what I mean? You know, there's so many people I'd love to work with. Like Nas, Mos Def. Love to work with Busta Rhymes. I'd love to. Bro, and he's requested you. What? Did you not know this? No. So he went and did a press conference in London today, announcing 20 dates. This is going to be the last time he ever performs all of his greatest hits before he goes off to travel the world and study the Bible. And he said one artist's name that he would like to come on board and perform a song with. And that was you. Prince is going to study the Bible. Yeah. Listen, stay to the point. He's asking. Out of these women here, Sophie Spector, Jamelia Angelo, Leslie West, who would you support there? Jamelia. Yeah. Jamelia. Go Jamelia. Le journalisme gonzo de Hunter S. Thompson mélangeait reportage et hallucination. Une IA pourrait simuler ces immersions, recréer ces perceptions altérées,
sans cocktail chimique. Dans notre fiction, Thompson plonge dans une réalité augmentée par la machine. De ces penseurs et artistes émergent des convergences. L'importance de préserver la liberté créative, le besoin de protéger l'intégrité de l'œuvre, la possibilité de soigner sans détruire. Voici 10 protocoles pour travailler avec l'IA sans reproduire les schémas addictifs. L'intelligence artificielle peut amplifier notre créativité ou nous aliéner. Elle peut prolonger la pensée des grands philosophes ou nous enfermer dans ses logiques. Mais entre nos mains, elle peut aussi devenir un outil de guérison. Le choix nous appartient. Créons et guérissons.